Va-t-il célébrer ses 100 ans à la tête du Cameroun? Paul Biya, 92 ans, est en lice pour un 8e mandat. Son principal opposant, Maurice Kamto, a été écarté de la course à la présidentielle. Ce sera le 12 octobre 2025. Le Cameroun est-il la propriété de Paul Biya? C'est notre grand angle donc. Donc Paul Biya en lice à 92 ans, 8e mandat. Il pourrait vraisemblablement l'emporter. Qu'est-ce qui le motive selon vous? Vincent Hugeux, je commence avec vous. Alors d'abord, il faut se souvenir qu'il fêterait en réalité son demi-siècle. On dit qu'il est au pouvoir depuis 43 ans, mais il était au sommet de l'exécutif dès 1975, puisqu'il a occupé les fonctions de Premier ministre de Ahmadou Ahidjo, l'ex-président. Qu'est-ce qui le motive? Quand vous consultez, par exemple, les messages qu'il fait circuler sur X, donc Twitter hier, vous avez des considérations relativement lénifiantes sur l'unité, poursuivre le travail entrepris, etc. Vous savez, dans ce genre de configuration, vous avez souvent deux facteurs qui jouent beaucoup. D'abord, un entourage qui vous explique que vous êtes le seul, qu'il n'y a rien en face, qu'il n'y a pas de successeurs qui sont dignes de votre grandeur, et que donc ce serait plonger le pays dans le péril que d'y renoncer alors que votre santé vous le permet. Bon, ce qui reste d'ailleurs une question ouverte. Et puis, donc, poids de l'entourage. Et puis, il y a aussi cette idée que, au fond, Paul Biya a fait le vide autour de lui. C'est-à-dire qu'à partir de 1984, donc il est président depuis 2 ans, il échappe in extremis d'un demi-cheveu à un putsch militaire, ourdi par des officiers de la garde présidentielle, avec, semble-t-il, l'influence de son prédécesseur, qui avait servi comme Premier ministre, Ahidjo. Et à partir de là, il développe une forme de paranoïa. Et vous avez, au fil des ans, au fond, une élite camerounaise qui va avoir le choix entre l'allégeance, l'exil ou une autre vie. C'est-à-dire sortir du champ politique. Et donc, effectivement, vous avez eu aussi, par exemple, des opérations dites anticorruption, mais qui avaient pour vocation première, en tout cas pour certaines d'entre elles, d'écarter tout ce qui pouvait apparaître comme un successeur virtuel ou, a fortiori, un rival possible. Alors Stéphane Ako, est-ce que vous partagez ce point de vue? Aujourd'hui, on dit que Paul Biya est retranché dans son village. Est-ce qu'il fait encore des apparitions publiques? Et effectivement, est-ce que c'est son entourage qui le pousse à se présenter pour la 8e fois? Aujourd'hui, oui, on peut estimer que l'influence de l'entourage est importante, parce que dans cet entourage, il y a non seulement des très proches, bien évidemment, son épouse par exemple, mais il y a aussi des ministres, des personnalités du système qui ont tout avantage à conserver M. Biya pour leur propre sécurité au plan judiciaire et sur d'autres aspects. Donc c'est évidemment la question de l'entourage qui est importante, mais j'oserais une autre hypothèse, c'est qu'il n'a jamais été question pour lui de quitter le pouvoir. Il s'y est installé, il s'y trouve confortablement installé depuis de très longues années, et il n'y a pas d'hypothèse de mise à la retraite ou de quelque chose qui serait de l'ordre de, finalement, la transmission à quelqu'un d'autre. Donc, à la fois parce qu'il a une volonté de rester, et à la fois parce que ses proches ont cette volonté aussi qu'il reste pour eux, pour leurs intérêts. La conjonction des deux, évidemment, avec l'affaiblissement de l'opposition, lui assure, je dirais, une certitude quant à sa position et son avenir. Oui, on va revenir sur la place de l'opposition dans quelques minutes. Mais Yves Plumé-Bobo, votre journal posait la question en 2021. Les présidents africains sont-ils trop vieux, âgés en moyenne de 66 ans? C'est vrai qu'ils creusent l'écart avec la population du continent. C'est aussi le cas au Cameroun. C'est-à-dire que c'est un peuple jeune, mais qui est géré par quelqu'un qui a 92 ans. Je crois qu'aujourd'hui, la question, c'est la question que la jeunesse se pose. C'est beaucoup moins la question de l'âge que la question du bilan de Paul Biya. Je crois que c'est vrai qu'il y a un problème au niveau de l'âge. Il y a un décalage entre les générations qui n'ont connu que Paul Biya, qui est arrivé au pouvoir en 1982. Il y a toute une génération qui n'a connu que lui, mais il y a aujourd'hui un problème de bilan à défendre pour Paul Biya. On est âgé, c'est vrai, mais je crois que l'âge n'est pas un programme politique, tout comme le jeunisme n'est pas un programme politique. C'est comme si un jeune viendrait demain nous dire, parce que je suis jeune, il faut me voter. Oui, on vous vote, mais sur la base de quel projet? Il n'est pas le seul. Il y a Alassane Ouattara, 83 ans, et d'ailleurs Donald Trump, 79 ans. Enfin, effectivement, il y a des... Tout à fait. Moi, cette comparaison m'intéresse, mais je crois que Paul Biya, Alassane Ouattara,
Ouattara, deux présidents, je pense que la comparaison s'arrête là. Comme nous l'avions dit d'ailleurs dans un de nos articles à Jeune Afrique, on a Alassane Ouattara qui revendique, qui veut briguer un 4e mandat, là où Paul Biya veut briguer un 8e mandat à la tête de l'État. Ouattara qui a relativement un bilan à défendre, là où Paul Biya essaye un peu de patauger, de ramer quant à son bilan sur le plan des infrastructures, etc. Il y a pas mal de choses à faire, mais je pense que le problème tient beaucoup plus au niveau du bilan à défendre que l'âge de Paul Biya. Vincent Hugeot, effectivement, il y a le bilan à défendre et puis il y a aussi peut-être le train de vie aussi. Il y a eu beaucoup de critiques sur la corruption, le train de vie de Paul Biya, de sa famille, beaucoup d'enquêtes en Suisse notamment, où il a passé beaucoup de temps. Vous savez, au fond, il y a deux spectres de fantômes qui flottent sur cette présidentielle à venir. C'est le combat de deux grands absents. Il y a un absent qui est Maurice Kamto, puisqu'il a été écarté de la course, dans les conditions que l'on sait. Et puis, il y a quelqu'un dont la présence est aléatoire. C'est-à-dire Paul Biya lui-même, entre son village et ses séjours sur les bords du lac Léman. Il y a eu par exemple un épisode qui a suscité une intense spéculation au Cameroun à l'automne dernier, lorsqu'il s'est absenté plus de 6 semaines, 50 jours. Sans qu'on ait de nouvelles précises, fiables, s'agissait-il de questions de santé, de repos, etc. Vous savez que l'un des surnoms qu'on lui donne au Cameroun même, c'est l'omni-absent. Bon. Alors, sur le bilan, sur la jeunesse, un point quand même. Vous avez 60% de la population camerounaise qui a moins de 25 ans. Donc le hiatus que vous évoquiez, il est patent là comme dans d'autres pays d'ailleurs d'Afrique subsaharienne. Sur le bilan, ce qui est quand même étrange, c'est que personne ne parle, semble-t-il, de l'insurrection armée qui, depuis 2016, déchire le flanc ouest du Cameroun, hein, les deux provinces anglophones, les violences djihadistes du nord, Boko Haram, bon, et puis l'État islamique en Afrique de l'Ouest. Vous avez un taux de chômage qui est énorme, 74% chez les jeunes, une inflation qui ronge le pouvoir d'achat. Vous avez des précarité chronique en termes d'eau potable, de soins de santé de base, d'éducation de qualité. Et puis, un point qui est un peu tabou, mais qu'il faut évoquer ici, c'est, je dirais, les pulsions tribalistes qui renaissent régulièrement, notamment lors des scrutins. Dernier point que je voulais souligner, le Grand Nord du Cameroun passait jusqu'alors, historiquement, pour un réservoir de voix pour le parti présidentiel. Or, on sent monter là, y compris dans le Grand Nord, des mouvements notamment au sein de la jeunesse, d'ailleurs a documenté Jeune Afrique dans un article récent, qui montre que ça n'est pas acquis. C'est-à-dire qu'il y a aussi des impatiences, des frustrations, y compris dans ce qui semblait être en quelque sorte un électorat captif du parti au pouvoir, le RDPC. Alors justement, oui, alors un mot et puis après on va revenir sur l'opposition, quid de l'opposition, Maurice Kamto qui est écarté, mais... Ouais, il faut noter quand même qu'aujourd'hui, par rapport aux autres présidentielles, la présidentielle de 2025 sera un peu particulière dans la mesure où on a eu, il y a une sorte de rupture de pacte nord-sud, des pontes du régime qui ont toujours été avec Paul Biya, qui ont décidé de démissionner. Je parle de Issa Chiroma Bakary, qui a longtemps cheminé avec Paul Biya dans une sorte de pacte formel. Il y a également Bello Bouba Maïgari qui a décidé de claquer la porte de cette alliance-là, ce qui met à mal le régime. Donc, en fait, on assiste à une sorte, du côté de l'opposition, à une sorte de manne bénie du ciel, dans la mesure où on est en train de s'acheminer vers une coalition de l'opposition pour faire un bloc uni vis-à-vis de Paul Biya, ce qui rend quand même un peu ce scrutin un peu particulier. On va voir si c'est possible, justement, avec Stéphane Akoa, mais on va écouter Maurice Kamto qui s'est exprimé sur les réseaux sociaux pour contester la décision du Conseil constitutionnel qui l'écarte pour toujours, j'allais dire pour toujours, mais en tout cas pour cette prochaine présidentielle. On écoute Maurice Kamto. Mes chers compatriotes, j'ai dit et répété que je ne vous trahirai pas. Et je ne vous ai pas trahi. En revanche, le Conseil constitutionnel, la justice et les CAM, le pouvoir en place à travers le ministère de l'administration territoriale notamment, qui a été de tous les mauvais coups contre nous, vous ont trahi sans état d'âme. Donc voilà, le principal opposant camerounais ne peut pas participer à cette présidentielle. Stéphane Akoa, vous dites quand même que beaucoup d'éléments étaient en sa défaveur et finalement, bon, ce n'est pas une surprise qu'il soit écarté, mais est-ce qu'il y avait vraiment des raisons de l'écarter, hors pour ne pas être en duel, mais des vraies raisons juridiques? Maurice Kamto est depuis son entrée en politique dans le collimateur du système gouvernant. Il a toujours été considéré comme le dérangeur qu'il fallait à tout prix écarter. Depuis son score en 2018,
C'est vrai que le MRC, dont il était le président jusqu'à présent, ne s'était pas présenté aux élections de 2020, mais son activisme, la volonté, le dynamisme de ses militants dérangeait, perturbait le système, et à chaque fois qu'on a pu lui mettre les bâtons dans les roues, on ne s'en est pas privé. Donc il fait peur. Quelque part, il était... oui, en tout cas, il n'est pas rassurant pour un ensemble d'éléments et pour une série de raisons. Par ailleurs, évidemment, il faudrait questionner tout de même les astuces juridiques qu'il a essayé d'exploiter pour être candidat, mais indépendamment de ça, on peut considérer que oui, il reste une figure qui pouvait activer un mouvement susceptible de pousser M. Biya vers la sortie. Alors Yves Plumet-Bobo, vous parliez d'une coalition de l'opposition. C'est vrai que la candidate de l'UDC a co-signé la déclaration de Fumban, c'est comme ça. Voilà, Fumban, ouais. Voilà, appelant à une alliance pour l'alternance. Vous y croyez c'est possible? Je crois juste, en fait, actuellement, il y a 3 blocs au niveau de l'opposition. Je crois que le fait d'avoir éliminé le professeur Maurice Kamto de la course à la présidentielle a un effet de malheur et un effet de bonheur. Un effet de malheur dans la mesure où on a quand même le leader de l'opposition qui est écarté d'une course à la présidentielle, et de l'autre côté on a l'opposition. Cette élimination a accentué une dynamique de coalition de l'opposition, puisque Maurice Kamto devient comme une sorte de faiseur de roi, et la question que les Camerounais se posent aujourd'hui, c'est de quel côté basculera le professeur Maurice Kamto. Et il faut dire qu'il y a 3 blocs aujourd'hui qui veut avoir Maurice Kamto dans le groupe. On a le groupe de Fumban avec Thomas Inondam Joya, avec le bâtonnier Akeremouna, avec Issa Tiroma Bakari. On a de l'autre côté Bello Bouba Maïgari, qui a un appareil politique puissant, qui est l'Union nationale pour la démocratie et le progrès. Et de l'autre côté, on a le groupe de Douala. Donc la question que l'on se pose, est-ce que Maurice Kamto va décider de rallier Bello Bouba, ou alors il va décider de rallier le groupe de Douala, ou alors on assiste tout simplement à la construction d'un candidat, ou alors d'une coalition avec un candidat unique de l'opposition, ou à défaut un candidat consensuel de l'opposition. Vincent, est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous pensez que l'opposition peut choisir cette union sacrée? Est-ce que ce serait la seule solution? Il faudrait pour cela que l'opposition camerounaise rompe avec sa tradition proverbiale de fragmentation et de division. L'histoire des scrutins au Cameroun est aussi l'histoire de consensus avortés, de candidature unique qui ne se matérialise jamais. Aujourd'hui même, ce samedi, sauf erreur de ma part, il y a d'ailleurs une réunion de ce qu'on appelle une alliance pour la transition pacifique, avec aussi une urgence, puisque l'échéance pour les désistements formels, c'est dans 48 heures. C'est lundi, ouais. Voilà, le 11 à minuit. Alors après, certes, vous pouvez vous désister, mais les bulletins sont imprimés et vous ne pouvez pas vous retirer de la course. Donc évidemment, l'impact d'un éventuel accord en serait amoindri. Mais vous savez, globalement, moi, ce qui me frappe quand même, c'est que comme on vient de dire à l'instant avec Yves, vous avez déjà 3 pôles dans cette opposition. Et puis vous avez des calculs qui sont quand même problématiques. Moi, vous savez, le surgissement de ces 2 anciens ministres comme candidats d'opposition m'invite quand même à pas mal de circonspection, parce que en réalité, quand vous voulez par exemple obtenir d'une certaine manière l'aval de Maurice Kamto, un appel par exemple, une consigne de vote, il y a quand même des rancœurs qui sont assez robustes dans ce monde-là. On se souvient dans l'entourage de Maurice Kamto que les ministres en question ont été des compagnons de route de Paul Biya pendant des décennies, et qu'ils ne se sont pas vraiment manifestés en sa faveur lorsqu'il était assigné à résidence, arrêté, emprisonné, etc. Donc moi, je serais ravi d'être démenti par les faits demain matin, mais je reste d'un scepticisme méthodologique assez constant par rapport à une miraculeuse alliance dans l'opposition. Stéphane Akoa, est-ce que vous y croyez à cette union sacrée, ou vous aussi vous constatez que l'opposition est trop fragmentée? Ce sera très difficile de toutes les façons. D'abord parce que les égos sont surdimensionnés et qu'on peut difficilement calculer aujourd'hui et estimer la possibilité que l'un de ces leaders renonce au profit des autres, ou en tout cas qu'il y ait un alignement derrière une figure et que cette candidature de consensus soit acceptée, serve à
motiver, je dirais, l'opposition face à M. Biya. Il y a aussi, bien évidemment, les suspicions que les électeurs, que les citoyens ont, s'agissant du bilan, du palmarès, j'ai failli dire, de certaines figures qui ont longtemps appartenu au gouvernement de M. Biya, au gouvernement au pluriel, depuis de très nombreuses années. Donc c'est compliqué. Vincent Huguet l'a rappelé, l'histoire de l'opposition au Cameroun, c'est aussi l'histoire d'une impossibilité de s'unir pour faire bloc, pour faire front. Donc les éléments sont plutôt négatifs et nombreux dans la colonne négative. Maintenant, il y a une situation qui est quasi unique, c'est-à-dire le besoin, l'envie de changement se manifeste désormais fortement. On a encore eu très récemment la lettre de l'évêque de Bafoussam qui appelait à un sursaut républicain. Et ce vent-là, il serait bon que ces leaders de l'opposition aujourd'hui réunis, effectivement, vous l'avez souligné, pour s'accorder sur une candidature unique, que tout cela soit capitalisé par une force, indépendamment de la jonction des voix qu'elle pourrait obtenir si M. Kamto décide de se ranger derrière un candidat. Voilà, effectivement, on va suivre le choix de Maurice Kamto. On a bien compris que s'il était crucial. Yves Plumet-Bobo, un sursaut républicain, vous y croyez ? Tout à fait. Je crois que l'effet que cela a aujourd'hui, c'est la construction d'une masse critique, non plus autour d'un individu, parce qu'avant, on avait quand même des dynamiques qui se créaient autour d'individus, une dynamique autour du professeur Maurice Kamto, une dynamique autour de Cabral Libi, une dynamique autour d'un candidat comme Serge Espoir Matomba ou Thomaïnom Damdoya. L'effet qu'on a aujourd'hui, c'est qu'en fait, déjà, il y a des coalitions qui sont créées. C'est-à-dire qu'il y a quand même déjà 3 groupes de coalitions, ce qui n'existait pas lors de la présidentielle de 2018.